Salam alaikum. Donc, deuxième séance en matière de problèmes économiques et sociaux. On va voir comment mesurer la croissance. Donc, la valeur monétaire de la production permet d'évaluer la performance économique d'un pays. Cette valeur exprimée par le PIB dans le cadre des relations économiques internationales. Le PIB mesure la dimension économique du pays. La croissance économique est déterminée par la variation de la production d'une année à l'autre, comme détermine la relation suivante. Donc, pour mesurer le PIB, ou bien pour mesurer la croissance, on fait le PIB de l'année courante moins le PIB de l'année dernière divisé par le PIB de l'année dernière fois 100 pour trouver le taux. Donc, par exemple, on a quel est le taux de croissance l'année 2010. Donc, le PIB de l'année 2010 نقسم le PIB de l'année 2009 ونقسمو على le PIB de l'année 2009 وكنضربو في 100 باش نلقاو le pourcentage. Donc, le taux de croissance par exemple au cours de l'année 2010 après calcul هو 5,5%. Donc, il y a trois façons de concevoir le PIB d'une économie. Il y a le PIB et la valeur des biens et services produits dans l'économie pendant une période donnée, la somme des valeurs ajoutées créées dans l'économie, l'ensemble des revenus distribués dans l'économie au cours d'une période donnée. PIB est égal à l'impôt direct plus le revenu du capital plus le revenu du travail. Donc, généralement, le PIB est l'ensemble des valeurs ajoutées, c'est-à-dire هذاك الشيء اللي كيتزاد لنا في جميع يعني الصناعات سواء مارشاند او بيان نون مارشاند. باغ اكزومبل نون مارشاند يعني واحد الساعه ديال ليدوكاسيون اللي كنديروها باغ اكزومبل في لونفي ديال لا فاكولتي. مارشاند ستادير لا برودكسيون باغ اكزومبل هذاك الشيء اللي كيتزاد ديال لا برودكسيون بارابور لاني ديرنيير ou là الفلاحة هذاك الشيء اللي كيتزاد par rapport à l'année dernière. Donc c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc remarque PIB nominal, PIB réel. Pour mesurer l'évolution de la production au cours du temps, on doit tenir compte de l'influence des prix sur cette évolution. On procède à l'élimination de l'effet de hausse des prix. On calcule alors le PIB réel au prix constant. دونك باش نحسبوا البي بي خصنا يكون عندنا البي بي غير. البي بي غير كنحسبوا عليه خصنا نحيدو ليفي ديال لا هوس دي بري او بيان ليفي ديال لانفلاسيون ناتورال. Les économistes s'intéressent à deux mesures de niveau des prix. Il y a le déflateur PIB ou l'indice des prix à la consommation, l'IPC, qui se calcule sur la base d'un panier de biens. Donc, pour le déflateur PIB, suppose que l'augmentation du PIB nominal est due à l'inflation, ce qui veut dire que le PIB réel soit inchangé. Dans ce cas, le déflateur PIB est égal, le déflateur PIB est égal PIB nominal divisé sur le PIB réel. Donc, باش نلقاو le PIB réel, ضروري كنستعملو soit l'IPC, l'indice de prix à la consommation, ou bien le déflateur PIB. On va parler du développement qui est le corollaire de la croissance. Comme la croissance, le développement peut porter aussi à des mesures par l'utilisation de deux indicateurs, le PIB par habitant, 45e niveau de vie, et l'indice de développement humain. Ces indicateurs sont le produit des grandes institutions mondiales de développement. Il résulte de la conception théorique de la problématique de développement, Banque mondiale, Programme des Nations Unies pour le développement, Fonds monétaire international. Chaque institution cherche à faire prévaloir sa vision des problèmes de développement. Dans le cas de la Banque mondiale et Fonds monétaire international par exemple, le critère de richesse domine dans sa vision indépendamment des inégalités qui peuvent exister dans un pays. Ceci se matérialise à travers à trouver l'indicateur PIB par habitant, PNB pour tête, qui traduisent la réussite économique d'un pays. C'est le critère qui compte pour la banque. Donc, la Banque mondiale et FMI, ce qui importe pour eux, c'est le PIB par habitant pour mesurer la richesse de la nation. Alors que le programme des Nations Unies cherche à mettre l'accent sur la structure et l'évolution du PIB, et ceci afin de révéler des niveaux de développement.
Pour cela, il élabore un indice synthétique sur la moyenne des différents critères fondamentaux de développement utilisés depuis 1990. L'indice développement humain est conçu comme la moyenne des indicateurs de durée de vie, niveau d'éducation et PIB réel. Elle est calculée à partir de 4 variables de base: le revenu, l'espérance de vie, l'alphabétisation des adultes et nombre moyen d'années d'études. Cet indice se base sur une vision de développement qui se décompose en 3 composants: avoir une vie longue et saine, accéder à la connaissance et à l'information, bénéficier des ressources assurant un niveau de vie décent. Donc, elle est l'axe la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, programme des Nations Unies pour le développement. Pour eux يعني الآخرين يقولوا بأن juste le PIB par habitant qui est important pour mesurer la richesse d'une nation. Alors بالنسبة لل PNUD بالنسبة لهم كاين des autres facteurs يعني quel est le revenu PIB par habitant, l'espérance de vie, l'alphabétisation des adultes, nombre moyen des années d'études, etc. Donc, pour le programme des Nations Unies pour le développement, il distingue ainsi entre 3 catégories d'indices de développement humain. Il y a des pays qui ont un développement humain élevé. C'est là où il y a l'indice de développement humain qui est كبار من 0.801. Les pays ayant un développement humain moyen, l'indice de développement humain est supérieur à 0.507. Et des pays ayant un développement humain faible, c'est lorsque l'indice de développement humain est inférieur à 0.507. L'intérêt de ces 2 indicateurs est leur pouvoir de révéler les écarts négatifs existants entre ces 2 indicateurs. C'est le cas pour certains pays des golfs d'Asie, par exemple le Koweït. Donc parfois même في الميدل ايست même يعني تيكون البي par habitant كبير ولكن النيفو ديديكاسيون بيان l'accès à l'information يعني ما تيكونش واحد المستويات اولا مام يعني حرية التعبير وبزاف ديال الحوايج ما محترمينش. دونك l'indice développement humain بالنسبة لهاد البي ان يو تي يعني يقدر يكون في هاد لي بيي هاد بارابور للبنك مونديال. Juste après, on va essayer de voir les structures économiques de la croissance qui englobent généralement les facteurs primaires de la croissance, le capital, le travail, le progrès technique, mais il y a des autres facteurs qui favorisent la croissance aussi. Donc l'approche structurelle de la croissance économique permet de dégager les structures économiques favorables ou défavorables à la croissance. Ces structures sont saisies dans le but d'identifier les conditions nécessaires à la réalisation de la croissance et non comme des contributions directes à ce phénomène. On peut citer à cet effet l'industrialisation, la pression de la demande et de l'emploi et le financement de la croissance comme des structures économiques essentielles qui peuvent affecter la croissance. À première vue, on peut identifier les facteurs primaires de la croissance qui sont le travail et le capital, auxquels on ajoute le progrès technique. Donc on va parler des facteurs primaires de la croissance, le travail, le capital, le progrès technique. Puis on va parler de l'industrialisation, la pression de la demande et de l'emploi, le financement de croissance comme des facteurs favorisant la croissance. Les facteurs primaires de la croissance, il y a le capital qui représente les investissements nets définis par la comptabilité nationale sous le terme de formation brute du capital fixe. Sont à la fois les actifs physiques, matériels et bâtiments et les actifs immatériels comme logiciels et les brevets. Le travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre qui est de plus en moins rémunérée en tenant compte de sa qualification et les mesurer en effectif ou en heures de travail. La productivité qualifiée dans le langage courant par le rendement permet de mesurer l'efficacité des facteurs de production. Elle est représentée par le rapport entre la production et les moyens mis en œuvre pour produire. Donc pour mesurer la productivité de travail, on divise la production sur l'effectif, c'est-à-dire travailleurs employés, ou bien la production sur le nombre d'heures travaillées. Alors pour la productivité de capital, on met la production divisée sur le capital utilisé. Par ailleurs, le progrès technique permet l'augmentation de la productivité des facteurs pour une meilleure utilisation des ressources humaines et matérielles. Taylorisme.
Donc on va parler maintenant de l'industrialisation, puis on va parler de la pression de l'offre et la demande et le financement du croissance. Donc l'industrialisation, la formation d'une infrastructure à dominance industrielle est un élément déterminant de la croissance. Ceci apparaît lors de l'analyse comparative des niveaux de développement de divers pays et de leur potentiel industriel. D'un autre côté, la politique de rattrapage des retards d'industrialisation produit des effets de croissance économique similaires à ceux de l'infrastructure. Niveau de développement et potentiel industriel. Un potentiel industriel important génère des productivités de travail élevées car il engendre une économie interne d'échelle liée à la concentration, réduction du chômage déguisé agricole, économie externe, bénéfice pour l'ensemble des secteurs. Le développement passe par l'industrialisation, l'implantation puis l'expansion d'industries de transformation, notamment dans les nations peu développées, se traduit par l'insertion d'un secteur à productivité plus élevée que la moyenne, ce qui entraîne pour l'ensemble de l'économie des transformations techniques et plus largement des changements structurels. Des études comparatives relatives à trois groupes de pays: pays industrialisés, pays en voie d'industrialisation, pays sous-industrialisés, montrent que ces derniers, qui n'ont pas déclenché un processus d'industrialisation, ne connaissent pas encore de véritable démarrage de leur croissance économique et restent soumis au rythme aléatoire de la production agricole. Donc les pays sous-industrialisés اللي فيهم مش واحد révolution industrielle bien عندهم واحد niveau de croissance économique اللي هو هابط بزاف, c'est-à-dire que l'industrialisation est importante pour la croissance. En effet, le secteur agricole souffre des insuffisances structurelles, empêchant ainsi un véritable décollage économique. La surproduction, la faible productivité générale du travail et les aléatoires climatiques se conjuguent pour rendre instables les effets d'induction originaires du secteur agricole. Au contraire, pour les pays en voie d'industrialisation, la croissance se poursuit liée en lien étroit avec la croissance des industries de transformation comme la Russie, le Brésil, l'Inde, etc. L'histoire économique permet de confirmer les analyses actuelles. En effet, l'analyse de la croissance des trois grands pays européens lors de la révolution industrielle montre une croissance relativement faible jusqu'à la Seconde Guerre mondiale de la France par rapport à l'Allemagne et l'Angleterre, car depuis les débuts de l'industrialisation, la faiblesse de la croissance en France par rapport à l'Angleterre est attribuée non seulement à la rareté relative des ressources énergétiques françaises, mais surtout en raison d'une préférence structurelle pour le développement agricole. Croissance et prise de conscience du gap industriel. On constate pour la période entre 1955-68 que le taux de croissance moyen du PIB s'est élevé dans l'ensemble de la zone des pays de l'OCDE à 4% par an. Or, en règle générale, ce sont les pays les moins industrialisés ou ceux dont l'industrialisation a été la plus récente qui ont eu des taux de croissance supérieurs à cette moyenne. Exemple, la France, l'Italie et le Japon. Dans ces pays, la relation entre le taux de croissance de divers secteurs et celui du PIB montre que la production agricole a augmenté plus lentement que le PIB, alors que la production industrielle a adopté le mouvement inverse. De même, l'étude de l'emploi selon les secteurs montre que celui-ci a diminué rapidement dans le secteur agricole au profit du secteur industriel et services. Puis on va parler des pressions de la demande et de l'emploi. Généralement, on admet que la croissance peut contribuer à l'augmentation de l'emploi, mais l'inverse est aussi vrai. L'emploi est parmi les éléments de la croissance et l'en est ainsi dans les années 50 et 60, lorsque la demande sur le marché de l'emploi connaît une tendance à la hausse importante. Ceci a généré une hausse des salaires et de la demande globale. Donc, les années 50 et 60, juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc on a une demande importante sur la main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre a généré une hausse des salaires, donc les salaires مزيان, ce qui va augmenter la demande globale, c'est-à-dire la consommation et l'investissement. Hausse des salaires, hausse des demandes globales.
En effet, ces analyses ne sont pas contradictoires. La connaissance économique est la résultante d'interactions complexes de forces qui s'exercent à la fois du côté de la demande et du côté de l'offre. L'augmentation de la production constitue un facteur de croissance. C'est important, mais se concrétise que sur des marchés en forte expansion. Le financement de la croissance. L'investissement est nécessaire à la croissance, ce qui implique que l'épargne est nécessaire à la croissance puisque l'investissement doit être équilibré par l'épargne. Donc, on sait que l'épargne saving S est égale à l'investissement A, l'équilibre. Dans les économies peu développées, le montant de l'investissement est déterminé par celui de l'épargne. Donc, les économies l'investissement est égal à l'épargne. Mais dans les économies développées, les fonctions d'investissement de l'épargne se trouvent largement dissociées, c'est-à-dire séparées, sauf le cas de ton financement. L'épargne n'est pas toujours investie, c'est-à-dire que l'épargne peut être thésaurisée. يعني شي واحد كيخبي l'épargne ديالو ما كيخسروش. Une fraction de l'investissement peut d'un autre côté ne pas venir de l'épargne courante. Puis les investissements même يقدروا يجيو من notre côté dans les grandes économies. Deux conséquences découlent de cette dissociation entre épargne et investissement. D'une part, un système financier élaboré doit assurer le transfert de l'épargne provenant pour sa plus grande partie des ménages vers les investissements, en général les entrepreneurs. De notre part, l'épargne peut à tout moment être inférieure ou supérieure au niveau d'investissement effectif. Tout système financier combine à la fois le financement par l'épargne et le financement par le crédit. Ces deux solutions, certes alternatives, mettent l'économie d'endettement dans une place spécifique au crédit financé par la création monétaire, tandis que l'économie de marché financier privilégie l'épargne préalable, y compris l'autofinancement. Le développement de la société anonyme pendant le 19e siècle va permettre de rapprocher épargnants et investisseurs par l'intermédiaire de la bourse. En effet, en France par exemple, en 1914, 40% des investissements sont financés par émission boursière, actions et des obligations. Le choix d'un financement est strict par l'épargne préalable a permis d'instaurer la confiance de la monnaie à court terme en raison de l'expansion qui augmente le besoin de monnaie. Les banques se trouvent rapidement limitées par le plafond d'émission de monnaie. Le manque de liquidité entraîne alors une hausse des taux d'intérêt et la récession. Par contre, le financement par le crédit et la création monétaire stimule d'autant plus la croissance que joue l'effet de levier de l'endettement. Donc la rentabilité économique, rapport entre l'excédent brut de l'exploitation et les capitaux engagés est supérieur au taux d'intérêt. Tout investissement financier par emprunt génère un produit supérieur à son coût. L'inflation due à la création monétaire renforce ce cycle vertueux en dépréciant les dettes des investisseurs et en incitant les ménages à consommer. Les configurations financières ont évolué avec la croissance du 19e siècle jusqu'au début des années 30, la crise de 29, et la pensée keynésienne inverse alors cette logique. L'économie d'endettement qui repose sur le rôle clé du crédit devient une alternative dans le financement de croissance. Cependant, les déséquilibres, notamment inflationnistes des années 70, en incitant à un retour au financement de la croissance par les marchés financiers. Marché financier, c'est-à-dire la bourse, c'est-à-dire les actions et les obligations.